Voici l'épisode 229 des Technos, le 8e de notre 6e saison déjà. Avant d'oublier, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner et si tel est déjà le cas, balancez les pouces vers le haut et des étoiles à gogo. Au sommaire de cette semaine, la victoire d'Agoria Solar Team, l'équipe belge, remporte le championnat du monde des voitures solaires. Du neuf dans la mesure du diabète et cela sans piqûre. La Chine passe à la vitesse supérieure dans le contrôle de sa population. Le truc de Huawei pour contourner les sanctions américaines. Le point sur l'événement et les annonces Made by Google 2019. Et dans un instant, on vous parle du retour de la Game Boy. C'est amusant, j'ai eu il y a un petit son ding, c'est un ressort du pied de micro qui a tout d'un coup décidé de faire ding, il se détend. Qu'est-ce que vous voulez ? On se détend tous d'ailleurs, comme souvent le jeudi soir pour un nouvel épisode des Technos avec cette équipe-ci. D'un côté, les Toubi, hein, c'est Benoît et Bruno. Je vais encore les confondre, ça n'en pas douter, ça c'est comme ça, c'est la tradition, j'ai envie de dire. Enregistré ce 13 octobre, un jeudi, comme je le disais, comme chaque semaine d'ailleurs. Vous aurez droit à cet épisode dès qu'il sera fait. Voilà, c'est comme ça et vous pourrez le consommer à volonté quand vous le voulez, et ça c'est une bonne chose aussi, que ce soit en vidéo et en audio. Je tiens à le rappeler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment ça va bien, Bruno, d'abord Ça va, mais on est le 17 octobre, juste pour petite correction, tu as dit le 13 octobre. J'ai dit le 13 ? Oui, c'est le 17 octobre. C'est moi c'est ma fourche qui a langué. Benoît, comment va-t-il ? Salut, ça va bien toi ? Pas mal. On a plein de choses sur le feu. On a une chouette conduite, comme souvent d'ailleurs dans les technos. Je voulais juste remercier vite fait bien fait Philippe Van Wichele, je le ferai à français, c'est quand même très bizarre. En tout cas, qui nous a laissé un petit message très sympa pour nous informer là, justement de la victoire belge dont on va parler en fin d'épisode. Je salue également Abel Roy qui a laissé des messages, Consumérisme, je pense que c'est un pseudonyme, qui laisse aussi des messages, Bruno Denis, Cubignol, Sombre Papa, Jax 626, Dominique C ainsi que Damien Vigneron. Tous ces gens ont laissé des messages, que ce soit en commentaire sur YouTube ou sur notre blog lestechno.be ou par d'autres possibilités, comme par exemple iTunes. Je le rappelle, il est possible via iTunes de laisser des commentaires et des petites étoiles, j'en parlais, pour noter ce podcast. Vous le savez, c'est notre seul salaire et c'est comme ça qu'on se fait connaître au plus grand nombre. C'est grâce justement à ces petites attentions que vous nous laissez. Elles sont les bienvenues. Merci encore à vous. Je pense qu'on peut entamer notre abécédaire classique. Hein, on va commencer là, on y va. La lettre A comme analogue, justement, hein, la Game Boy revient. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Benoît, je pense, qui nous en parle de la Game Boy. Voilà, exactement. Analog, qui est un fabricant de consoles, de réédition de consoles, s'attaque au Game Boy. Donc c'était cette petite console portable. Ouais. Qui date maintenant un petit peu, et ils ont sorti une console portable qu'ils appellent l'Analog Pocket. Donc c'est pas une nouvelle console, hein, ça joue les jeux de l'époque. Ça joue plus de 2500 jeux Game Boy, donc les différentes variantes, le Game Boy Color, le Game Boy Advance, donc les différentes variantes seront compatibles avec ça. L'appareil ressemble assez au Game Boy, donc c'est cette forme un petit peu en portrait, là où la plupart des appareils sont plutôt dans l'autre sens. Donc on retrouve un petit peu la nostalgie, mais le design est quand même vachement modernisé. Donc le look, tu vois que c'est pas un produit du siècle dernier, tu vois que c'est vraiment c'est vers ça que la Game Boy aurait pu évoluer si elle existait encore, en fait, à tout bien considérer, non ? Je pense que c'est ça maintenant. L'écran est petit, il est très haute résolution, beaucoup plus haute résolution qu'avant. Mais l'écran est petit. Je pense qu'aujourd'hui, on veut quand même des consoles avec des écrans plus grands. Mais il y a un marché clairement pour tout ce qui est jeu de nostalgie. Et donc, la marque là, Analog est spécialisée là-dedans et ça semble normal après avoir sorti quelques produits salon qui se lancent sur le marché du portable. Alors, c'est pas dispo tout de suite. Là, ils l'ont annoncé. Elle arrivera dans le courant de l'année prochaine et le prix sera de $200, sachant que c'est une marque américaine. Donc, on va sans doute tourner aux alentours avec les taxes, les frais d'import, etc. À mon avis, 230 à 250 euros.
Ils ont aussi quand même modernisé un peu le truc, donc il y a une sortie HDMI, donc on pourra aussi la brancher sur la TV. Il y a de l'USB pour mettre des contrôleurs, on va dire, un petit peu modernes. Et puis alors, ils ont prévu, parce que c'est chouette d'avoir toutes les cartouches Game Boy, mais comme forcément c'est des trucs qu'on rachète sur eBay, on n'a pas nécessairement le choix de la cartouche qu'on va trouver. Ils ont aussi prévu des petits adaptateurs qui vont la rendre compatible avec d'autres plateformes portables de l'époque, d'Atari et une autre dont j'ai oublié la marque. Enfin, les plateformes de petites comment dire, de consoles portables de l'époque. Ouais. Donc, si on a des cartouches qui restent, si on en a sur eBay, si on trouve vos puces, etc., on va pouvoir jouer avec tout ça sur sa petite jolie console. Moi, je pense que ça parle à Bruno. Oui. Peut-être plus qu'à moi, parce que je sais que Bruno, il a adoré ça, faut être clair. Tout à fait. Moi, je me posais la question de la résolution de l'écran. Donc, pourquoi avoir un écran haute résolution si, de toute façon, les jeux Game Boy avaient une très basse résolution. Mais Benoît vient en partie de répondre à ma question. C'est parce qu'ils vont permettre de jouer à d'autres jeux qui auront, sur d'autres plateformes, qui auront forcément une autre résolution. Par contre, ils précisent que c'est pas d'émulation, c'est pas un émulateur. Donc, c'est le hardware, après, en principe, qui exécute le code d'origine. Mais là, il faut qu'il m'explique si c'est un hardware Game Boy, comment il va pouvoir jouer des jeux Atari Lynx. Donc là, il y a quand même quelque chose entre les deux. Ou alors, ils ont intégré pas mal de hardware différents qui pourront émuler ou pas émuler les différentes consoles. Donc ça m'a l'air d'être un projet très intéressant, effectivement, et qui se démarque un peu du reste qui se fait dans le jeu du vidéo, des consoles de nos jours. Donc le rétro a le vent en poupe. Oui, et là on peut dire que c'est du rétro gaming, mais ça a l'air d'être du costaud, quoi. C'est pas les petites, tu vois, les petites NES en plastique réduites. Tu te dis, bon, ben ça va, ils ont imprimé un truc en plastique pour aller autour d'un Arduino ou d'un Raspberry Pi, c'est bon. Ici, ça a l'air d'être quand même un peu plus étudié, un peu plus à voir. C'est quand même pas donné. soyons clairs. Hein. Enfin, Bruno, lui, il va mettre la main à la poche, mais c'est pas. Non, mais écoute, c'est le prix de l'écran, prix des batteries, prix du design, c'est le prix du hardware. J'ai pas dit que c'était pas justifié. Je veux dire, quand on peut se payer un smartphone à plus de 1 000 €, on peut bien se payer une petite console de jeu. Voilà, enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ce n'est qu'une opinion, j'ai envie de dire. Passons à la suite. Et un truc qui fâche, soyons clairs. Je regardais dans nos historiques, il y a 9 mois déjà, on faisait un bonus consacré justement à ce que la Chine faisait des nouvelles technologies, des technologies de pointe, des technologies qu'on trouve fantastiques dans l'absolu, mais qui sont utilisées à des fins des fois très discutables. C'est le moins qu'on puisse dire. La télévision française en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. C'est quelque chose qui commence enfin, les gens commencent à comprendre ce qui est en train de se passer. Et ici, on va parler du scan du visage obligatoire. Ça, c'est une technique magnifique pour faire des stocks de données dans un pays. Il y a beaucoup de monde quand même en Chine, donc il va falloir de gros serveurs à mon avis. Bruno plutôt, tu vas tout nous expliquer dans le détail. Oui, effectivement, on avait fait un bonus avec Sébastien sur ce sujet-là, et là, c'est un peu la continuité de ces craintes qu'on a à propos de la Chine et des nouvelles technologies. Donc là, en fait, le MIIT, donc c'est le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a annoncé le 27 septembre qu'il allait rendre obligatoire un scan du visage pour tout internaute potentiel, donc que ça soit via une connexion à la maison, donc au domicile, ou via une carte SIM sur un téléphone portable. Donc voilà, toutes les personnes devront scanner leur visage et donc forcément lier l'accès à Internet, l'accès à la carte SIM à une identité propre. Et ils vont aussi loin de dire même qu'on ne pourra plus revendre une carte SIM. Donc ils vont tous vraiment être fliqués. Donc on parle quand même, oui, la Chine a beaucoup d'habitants, mais pas autant d'internautes que d'habitants. Mais on parle de presque 900 millions d'internautes. Oui, 850 millions d'internautes, donc c'est quand même beaucoup de gens. Et ils vont pouvoir tracer tout ce que tout le monde fait sur le réseau, sur la toile. Donc, il n'y a pas que les gens qui ont, si je comprends bien, il n'y a pas que les gens qui veulent Internet, il y a aussi les gens qui veulent un téléphone mobile. Là, j'imagine qu'il y en a encore plus que des internautes. Oui, mais de nos jours, avoir un téléphone, c'est automatiquement être en principe sur Internet aussi.
Donc, oui, donc on va pouvoir fliquer exactement ce que font les gens et leur allouer des points de surveillance donc pour savoir s'ils ont un bon comportement ou pas. Oui. À savoir que, par exemple, l'année passée, il y a eu 23 millions de Chinois qui sont vus refuser l'accès à un avion ou à un train à cause d'un mauvais comportement qu'ils ont eu. Donc là, c'est vraiment déjà la dérive de cette méthode. Donc voilà, c'est un peu la science-fiction, mais dans la réalité. Hein. Donc il y a pas mal de séries qui ont fait déjà Oui, je pense que cela là, et la on est réalité, plein dedans. la réalité elle dépasse la fiction des fois, comme on dit. Hein. C'est le cas là, très, très clairement. Hein. Soyons clairs. Quand on voit, pour payer un titre de transport, il faut se faire scanner le visage, par exemple. Ce qui est une fonctionnalité qui pourrait être, dans l'absolu, hein, je le répète, très pratique. On n'a plus de devoir avoir un ticket, une carte dans sa poche, on monte dans le bus, c'est bon, on est scanné. C'est un petit peu comme dans Minority Report, je sais pas si vous voyez les scènes dans les villes, etc. Il suffit de passer un portique pour que ce soit débité de votre compte. Voilà, c'est un peu de la science-fiction, mais on peut imaginer que ce soit positif. Là, ça l'est pas du tout, du coup, parce que toutes ces informations servent à quelque chose, et en l'occurrence à contrôler la population. Tout à fait. Donc, payer son titre de transport, c'est fait dans la ville de Shenzhen, c'est la ville qui est juste à côté d'Hong Kong. Mais en Europe, hein, on va aller de cette direction-là aussi, parce que la France veut mettre en place une reconnaissance faciale pour accéder à certains services publics en ligne. Donc, est-ce que c'est une bonne chose de se baser que sur la reconnaissance faciale pour accéder à des données très, très personnel, très, très, très critique. Voilà, on a quand même vu qu'il y a eu beaucoup de dérives sur certains mécanismes de reconnaissance faciale sur des téléphones iPhone, par exemple, ou autres. Donc, est-ce que c'est vraiment très, très sécurisé? Ça, c'est une question à se poser. Il ne faut même pas aller nécessairement jusqu'en Chine. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines ou quelques mois plutôt, une école en France avait conditionné l'entrée dans l'école. Je ne sais plus si c'était à l'empreinte digitale ou justement aussi au scan du visage. En tout cas, ça avait fait polémique. Et on peut, même si quelque part on dit c'est quand même pratique, hein, tout le monde peut mettre son doigt, machin. Ça, quand on voit ce qu'on fait là en Chine, on peut se poser des questions. Est-ce qu'on est obligé d'aller vers cette technologie-là, quoi ? Est-ce que c'est un passage obligé ? Est-ce qu'on pourrait pas éviter ce genre de technologie, simplement dire voilà, ça on fait pas, on met ça de côté. Je sais pas ce qu'en pense Benoît de son côté. Mais moi, ce qui me dérange dans ce genre de choses, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, on le présente systématiquement en disant regardez en Chine, c'est pas bien ce qu'ils font. Il faut regarder plus près de chez nous aussi. On a pas mal de questions à se poser. Les cartes d'identité, les passeports biométriques et les cartes d'identité sur lesquelles on met de plus en plus souvent de l'information biométrique, c'est un peu la même démarche à la base. Et dans plusieurs pays européens, je crois notamment la France, et il me semble que la législation est en train d'être adaptée en Belgique dans ce sens-là. Si tu veux une carte SIM, tu dois présenter ta carte d'identité. Donc, quelque part, on sait faire la liaison avec ces mêmes données. Donc, l'espèce de truc qui me dérange dans la démarche, c'est bien sûr ce qui se passe là, mais c'est aussi le fait qu'on dit, regardez les Chinois, il se passe ça, et on ne regarde pas plus près de chez nous. C'est ça. Alors, c'est vrai que chez nous, on a des instances comme la CNIL en France, et il y a un équivalent dont le nom m'échappe, qui essaye de mettre un petit peu de régulation en disant qu'il ne faut pas faire tout et n'importe quoi avec les données, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des pressions très fortes pour qu'on laisse quand même faire énormément avec les données. Oui. Et l'État prend des droits énormes sur la manière dont il collectionne même les données. Des fois, une fois de plus, à la faveur, j'ai envie de dire, mais de quelque chose à la base de négatif, mais pour essayer d'aller vers quelque chose de positif pour tout le monde. Je pense que c'était aussi pour lutter contre le terrorisme, à un moment donné, qu'on a décrété, en tout cas en Belgique, que la carte SIM, même prépayée, était conditionnée à avoir effectivement une carte d'identité, enfin une signature, une adresse, etc. Il fallait pas qu'il y ait des cartes prépayées qui circulent sans, entre guillemets, identité, qu'on ne puisse pas les tracer quelque part. Ça a du bon. Mais de nouveau, c'est toutes ces contraintes
de protection, entre guillemets, entraîne aussi des coups de canif dans la démocratie, tout simplement, et dans la manière dont on gère la vie privée. Chacun gère sa vie privée. C'est un petit peu ça aussi le souci. Mais effectivement, on fait bien de le rappeler, c'est pas parce que ça se passe en Chine que pour autant il faut pas regarder chez nous ce qui se passe et balayer aussi de temps en temps devant notre porte. C'est juste un signal d'alarme, on va dire. Il faut un peu le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui se passe chez nous. Comparons toujours avec ce que nous on fait pour essayer de rester un peu, on va l'espérer en tout cas, droit dans les rails. Je sais pas si quelqu'un avait quelque chose à rajouter ou si tout est dit sur ce sujet. Je pense que tout n'est pas dit. On aura encore l'occasion d'en parler. Mais en tout cas pour aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour de cette question. Alors là, c'est un sujet à Benoît. Quand je vois un titre comme ça, je dis, oh, ça c'est Benoît, ça c'est cocotte. C'est comme cocotte. Que la bonne chère soit avec vous. Ça, c'est un teaser. Là, je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je me doute un tout petit peu, parce que j'ai suivi un peu l'actu aussi, mais de quoi s'agit-il, Benoît ? Alors, c'est pas une info techno, c'est plutôt une info geek, mais comme souvent on est un peu geek et techno, je me dis que ça nous intéressera aussi. La marque Le Creuset, qui est une marque de produits de cuisine, vient de sortir toute une gamme Star Wars. Et donc, on a une cocotte en fonte pour faire les cuissons, les bons ragoûts, des choses comme ça, ou le pain à la cocotte Darth Vador, donc elle est noire avec avec la tête de Vador dessus, des petites cocottes pour servir à table en forme de droïde avec C3PO, R2D2 et BB-8. Alors, la cocotte n'a pas totalement la forme du robot, hein. Ça reste une forme de cocotte normale, mais avec une décoration tout à fait classique en plus. On reconnaît tout à fait le robot auquel on a affaire. Ils ont des dessous de plat en forme d'étoile de mort ou en forme de faucon Millennium. Et mon préféré, le grand plat à gratin en carbonite avec Han Solo sur le couvercle. C'est le plus beau. Donc, vous savez, Han Solo dans la carbonite, là, quand il est capturé... sur la cité, dans la cité des nuages là. Dans l'espèce. Oui. Enfin, je vois de quoi. Tu vois de quoi je parlais. Oui, bien sûr. Sur le couvercle, tu fais ton gratin et en dessus t'as Solo qui est enfermé comme ça. Ça m'a beaucoup fait rire et donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Il est juste magnifique. Mais j'ai pas grand chose de plus à ajouter, hein, parce que non, voilà. On peut parler de cette grande marque française qu'est Le Creuset, hein, si vous voulez. J'ai pas beaucoup d'informations à donner là-dessus, mais ceci étant dit, c'est une marque connue et reconnue et qui innove. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, pour le coup. Finalement, c'est vrai que ça remet en avant des bons produits, parce que ce sont des bons produits. Enfin, je vais pas faire leur publicité. C'est à mettre sur le même pied d'égalité que comment ça s'appelle encore, la gaïole, les couteaux. Vous voyez tous ces produits un peu... Dans le culinaire d'ailleurs, souvent de marques de grande réputation, on va dire. Et ben voilà, c'est ça. Je pense qu'ils doivent avoir l'historique de la marque quelque part dans leur site français, lecreuset.fr/Star Wars. Star-Wars, pour avoir justement cette collection tout à fait particulière. C'est bien de l'avoir ramené. Tu as, toi, du matériel de cette marque-là, Benoît, oui. Toi qui cuisines beaucoup. J'ai 2 cocottes pour le pain et pour les... Parce que le pain en cocotte, c'est génial. Ça permet au pain de cuire dans un petit espace où il y a du coup beaucoup d'humidité qui reste et il monte mieux. Oui. Donc tu as une belle levée du pain en début de cuisson, ce qui est vraiment chouette. Et puis alors les ragoûts dans ce genre de truc, mon ami, c'est un plaisir, quoi. Je vois Bruno qui lève le doigt. Je vous rappelle qu'on a 2 podcasts parallèles. Hein. On a Les Cuistots, c'est pas les technos, Les Cuistots, animé par Benoît. Et on a Les Docteurs, animé par Sébastien. Mais c'est vrai, mais on a tous, enfin là, parce qu'on est des technophiles, certes, mais on s'intéresse un peu à d'autres choses aussi. Et Benoît, et Benoît, il expérimente des choses dans le domaine culinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça fait partie et ici, on a des petites cassolettes tout à fait mignonnes. Les 3 mecs qui parlent de techno et qui sont émus devant des petites cassolettes R2D2. C'est quand même très particulier. Donc, pour ceux qui ont l'image, je vous les remets 2 secondes parce que ça fait quand même plaisir. Mais c'était bien amené, c'était bien vu, moi j'ai bien aimé, merci beaucoup Benoît. Alors on avait parlé de ça, Dyson,
fabriquent des aspirateurs, des sèche-mains, des trucs qui soufflent hein, de manière générale ou qui aspirent, enfin bref voilà. Et il y avait eu un bruit qui courait comme quoi Dyson allait se lancer dans la voiture électrique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est la question qu'on peut se poser. On a des nouvelles, Bruno. Oui, Dyson, en fait, ils sont spécialistes des moteurs. Oui. C'est ça leur fort. En fait, Oui. leurs aspirateurs sont efficaces, les sèche-cheveux, les sèche-mains, c'est tous des moteurs électriques qui soufflent quelque chose a priori ou qui font tourner quelque chose. Oui, en 2017, Dyson annonçait qu'ils allaient faire une série de voitures électriques qu'ils avaient prévu de lancer en 2021, donc dans 2 ans. Mais là, ils viennent d'annoncer qu'ils arrêtent, tout simplement. Ils avaient créé un département et engagé entre 200 et 300 employés. Ils avaient investi beaucoup d'argent là-dedans, 2,6 milliards de livres sterling, ce qui n'est pas rien. Ils avaient créé une usine qui était censée après construire même cette voiture, etc., tous les moteurs. Et là, ils se sont rendus compte, en faisant des essais, des prototypes, en calculant la rentabilité, que finalement, il n'y aurait pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans. Et donc, ils ont décidé de jeter l'éponge, tout simplement. Donc, ils vont pas licencier toutes ces personnes, hein, rassurez-vous. Ils vont les allouer à d'autres projets et tous les développements, toutes les recherches menées par ces personnes-là vont être réutilisées sur d'autres produits que Dyson va lancer. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé maintenant. La voiture, ça ne sera pas un de leurs produits dans les futures années. Ce qui est quand même dommage, parce que c'était quand même à part Tesla et quelques autres petites marques, Dyson était quand même un grand nom avec beaucoup de ressources qui aurait pu changer un peu la vision des choses des véhicules électriques. Oui. Mais pas plus que d'autres marques qu'on connaît moins. On en avait évoqué quelques-unes avec Stuff il y a quelques temps maintenant dans des hors-séries. Des marques qui sont vraiment anecdotiques parce que ce sont des startups, c'est des trucs en devenir, ou ça travaille sur des bases existantes et ça fait d'autres choses, machin. Ou des sociétés qui étaient spécialisées au départ dans des petites voiturettes électriques de ville pour les facteurs, par exemple, et qui vont sur un marché plus large ou développent des choses plus larges. Donc il y en a des acteurs, je pense, un acteur de taille à la Dyson, ça manque peut-être un petit peu, qui ne soit pas déjà un motoriste. Hein, je veux dire, oui, pas déjà c'est un acteur qui a une vision des choses un peu différente. Ils ont quand même révolutionné le monde de l'aspirateur. Oui. C'est peut-être pas important, mais c'est quand même... Voilà, ils ont eu une vision complètement différente de ce business. Ils auraient pu apporter une vision complètement différente de l'automobile, mais probablement qu'ils se sont rendus compte que leur vision était un peu trop... loin de la réalité. Ouais. C'est un métier. Hein. C'est un métier. On l'avait émis, je me rappelle, c'était avec l'un des deux Sébastien, je pense que c'est celui avec les cheveux. On avait parlé de ce véhicule, on avait regardé d'ailleurs le croquis, en tout cas ce qui avait filtré à l'époque, et on s'était posé une question, mais comment est-ce qu'on s'assit sur des sièges pareils ? Parce que soit on est trop grand et on a la tête qui dépasse, c'est une question de proportion, hein, on l'a très bien compris, soit on a des cuisses de 20 cm de long. Voilà, il y avait un petit problème, donc je pense que s'ils sont partis de ce croquis-là pour dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas, je comprends qu'ils aient arrêté. C'est après qu'ils nous aient écoutés, qu'ils ont dit... Dites, il y a des Belges, ils n'ont pas compris, si les Belges n'ont pas compris, on le fait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est quand même très bizarre, hein, le croquis. On sait très bien que c'est pas un plan non plus, hein, c'est pas sur base de ça qu'ils vont la fabriquer, c'était pour donner différents éléments et voilà, mais bon, c'était quand même, on aurait dit 2 paires de chaussettes mal pliées qui servaient de fauteuil. C'est un petit peu spécial parce que on sait pas très bien quelles sont les proportions à la taille du véhicule en lui-même. Est-ce que c'est un SUV ou est-ce que c'est une petite voiture, on sait pas. Quoi qu'il en soit, elle n'existera pas. Tant pis. Ce qui n'empêchera peut-être pas Dyson d'ailleurs à collaborer avec une autre marque de voiture éventuellement. Hein, faut voir comment ça va se passer de ce côté-là. Ça reste des gens qui savent faire quoi. En tout cas des moteurs ils connaissent quoi. Peut-être qu'ils font faire des voitures volantes par contre. Oui, ou avec aspirateur. Parce que des voitures avec sèche-cheveux c'est quand même moins. Enfin bref. Ça me fait toujours penser à la série. H comme hôpital, pour le coup. Là, c'est moins drôle. 10 hôpitaux qui ont dû fermer par cause d'attaques par ransomware, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est en tout cas le titre de ta news, Benoît, mais tu vas nous expliquer ça dans le détail.
Exactement, mais en fait, c'est une dizaine d'hôpitaux qui, ces derniers jours, ont été obligés de fermer, de n'avoir que vraiment le minimum du service des urgences, juste le temps de stabiliser un patient et de le renvoyer dans un autre hôpital, à cause du fait que les services informatiques, les systèmes informatiques ont été attaqués, et avec le système de ransomware, donc on connaît le principe, c'est un virus qui s'installe, qui encrypte les disques durs, et puis qui dit, si vous voulez accéder à vos données, ce sera autant. Et ça veut dire malheureusement que le service aux patients est arrêté, quoi. Et donc il y a des gens dont la santé souffre de ce genre de choses. Alors il y a deux points, c'est que ce genre de démarche, ça vient soit de pirates qui sont juste des types qui veulent juste entre guillemets, des types qui veulent se faire du pognon, soit parfois, et on l'a de plus en plus, ça a été évoqué dans l'actualité récemment, d'attaques informatiques venant d'un État vers un autre État. Ici, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Ça semble plutôt être des pirates à la recherche d'un petit gain facile. Mais ça pose vraiment la question de le fait que l'informatique se retrouve partout maintenant. C'est chouette, ça ouvre plein de portes, ça permet de faire plein de choses, mais ça crée aussi de nouvelles vulnérabilités auxquelles on est peut-être pas tous. Enfin, les acteurs qui déploient ces solutions-là se rendent peut-être pas compte des risques quelque part dont ils doivent se protéger. Oui. Est-ce que c'est pas, alors je m'adresse aux gens qui font de l'informatique comme vous deux, mais est-ce que quelque part c'est pas aussi une manière de limiter les coûts et de se dire on va développer une application, on va développer un portail, on va développer une plateforme qui fait ceci, cela, etc. On pourrait la sécuriser, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une décision bien plus haut dans les hiérarchies qui dit bon, on va faire un truc qui fonctionne, mais côté sécurité, on va être un peu ric-rac, on n'aura pas assez de sous pour le faire. Possible ou pas ? Je connais pas pour les cas spécifiques ici, mais c'est effectivement la sécurité, ça coûte cher. La sécurité, c'est contraignant, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'opposition entre une mission d'urgence où tu as un patient et tu dois très vite avoir accès à une information, etc. Et le fait qu'en parallèle, il faut contrôler l'accès, il faut vérifier. Et le médecin, quand il est en train d'opérer, il a peut-être pas le temps de commencer à rentrer son mot de passe, vérifier son empreinte digitale, vérifier son empreinte oculaire, etc. Et en même temps, tout ça crée des éléments de vulnérabilité. Et en même temps, comme tu le dis, ça coûte cher. Et je pense qu'il y a une absence de perception du risque. On ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas informé des risques. On a eu récemment, dans le cadre de mon travail, une série de sessions. J'ai pas pu assister à toutes, mais j'ai assisté à quelques-unes sur la cybersécurité et les attaques possibles. Il faut être franc, même si je suis informaticien, je suis dans le métier, même si j'essaie de me tenir au courant, je suis pas mal de sites d'actu, etc. J'étais loin d'être au courant de la diversité des attaques et du genre de choses qu'on peut avoir. Alors, par exemple, je revoyais encore il y a quelques jours quelque chose de similaire. Il y a un hacker qui est en train de faire une campagne de crowdfunding pour un câble USB qui est capable de pomper les données au passage. Oui, on en a entendu parler, vaguement. Et puis quand on met ça en contexte et qu'on dit mais il faut imaginer dans le contexte, voilà, par rapport à tel type d'action que vous menez, telle tâche que vous avez à accomplir, est-ce que vous allez vraiment vérifier le câble USB ? Non, c'est vrai qu'on le branche sans se poser de questions. Ce qui est vrai aussi. Ça peut derrière avoir des conséquences. Ce qui est vrai aussi par ailleurs, quand je dis faire en sorte que, etc., certains diront tous les systèmes sont vulnérables, et donc jusqu'où aller investir combien parce qu'on peut investir des sommes folles dans la sécurité, et finalement le hacker peut toujours passer entre les mailles du filet, il peut y avoir des trous dans la raquette, et voilà, malgré toutes les précautions, il peut y encore... Donc à ce moment-là, ce serait de l'argent mal investi quelque part. Ou en tout cas, il y aura toujours critique sur l'investissement, c'est ça en fait. Voilà, il y aura toujours critique sur l'investissement, mais c'est pas ça la difficulté. La vraie difficulté, c'est quand tu as... Donc, c'est vrai que tu n'as jamais une garantie à 100%, on est d'accord. Mais la vraie difficulté, c'est quand tu as une sécurité qui est bien mise en place, ça se voit pas. Oui. Ça n'apporte rien. Oui. Tu sais très difficilement... Voilà, exactement. Tu sais très difficilement aller
tu vois, si tu viens présenter à un décisionnaire, voilà, là on va installer, on reprend l'exemple de l'hôpital, on va installer un nouveau scanner, ça va nous permettre de faire tel type de soins, ou pour le même budget, on va renforcer la sécurité de nos systèmes, et ça veut dire que si quelqu'un nous attaque, on aura moins de risques la plupart des décisionnaires, parce que, je répète, il y a un manque d'information, vont se dire, je vais prendre le scanner, quoi. Oui. Si on nous attaque, qu'est-ce qui va nous attaquer ? On a un hôpital. Oui. On est là pour le bien public. Et tu as vraiment ce genre de raisonnement. Oui. C'est malheureux, mais c'est juste le coût, en fait. Hein. Ça calcule des risques et du coût, Bruno. Je pense on ne parle pas ici de systèmes développés sur mesure qui ont été la faille. Je pense que c'est plutôt justement toute l'infrastructure informatique, ne serait-ce que de faire des mises à jour des systèmes des OS, des navigateurs, etc. Tout ça qui coûte effectivement de l'argent en ressources aussi, ressources humaines, d'avoir un bon firewall, etc. Tout ça, voilà, comme Benoît l'a expliqué, est invisible aux investisseurs. Donc, ça n'apporte rien d'autre que de la sécurité qui, pour eux, voilà, est peut-être là. Voilà, d'avoir des anciennes versions de Windows, des anciennes versions d'un navigateur. Juste un truc, parce que c'est dans une entreprise, alors après ça dépend de la taille de l'entreprise. Si vous êtes 3 dans votre entreprise, ça ne va pas vous coûter très cher. Par contre, si vous êtes 500, ça peut avoir des coûts simplement de sensibiliser le personnel à certaines règles de sécurité en matière d'informatique. Ça paraît bête à dire, mais il faut diffuser cette information dans les équipes, il faut apprendre aux gens, il faut les sensibiliser, et donc ça prend du temps. Et donc si ça prend du temps dans une entreprise, c'est que ça a un coût. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais dans une entreprise, je ne vous citerai pas laquelle, sur laquelle sur tous les écrans, il y avait les mots de passe qui étaient indiqués, aux 10 mots. Donc, le domaine et le mot de passe. Je veux dire, c'est une erreur de sécurité notable. J'aurais pu prendre les photos de tous les écrans de la maison et avoir tous les mots de passe de la maison. Voilà, je ne l'ai pas fait parce que pas mesquin non plus. Mais c'est ce genre de choses-là, déjà, si au plus haut niveau, c'est pas compris, ça va être compliqué derrière, quoi, par après. Ça. Donc, voilà. Ici, c'est d'autant plus critique, je trouve. Enfin, c'est critique dans tous les cas, hein, parce que ça touche toujours des gens. Mais les hôpitaux, franchement, c'est vraiment dégueulasse, quoi, de s'attaquer à un hôpital quelque part. Enfin, c'est toujours dégueulasse. Soyons clairs. Voilà. C'était ma conclusion. Bande de salauds, c'est comme ça. Alors là, Benoît. Hein. Kyocera. K comme Kyocera. C'était une chanson, ça. Kyocera. Non, c'est pas ça. Kyocera, c'est un système, enfin en tout cas, c'est ce dont tu vas nous parler, d'un système de mesure de diabète, mais sans faire pic-pic. Ça, c'est bien. Voilà. Alors Kyocera, c'est une marque, hein. C'est pas une marque qui vient d'être créée, c'est une marque japonaise qui existe depuis longtemps. D'accord, moi je connaissais pas. Voilà. C'est un petit conglomérat japonais qui fait plein de choses. Et ils viennent de présenter, pour le moment encore à l'état de proto, un petit boîtier qui permet de vérifier le taux de diabète, donc le taux de sucre dans le sang, sans avoir à prendre de piqûre. Et c'est le principe repose en fait apparemment sur une analyse de la vitesse à laquelle le sang circule, si j'ai bien compris, sur lequel le sang circule au niveau du poignet. Donc ils font une mesure de la manière dont le sang circule à ce niveau-là, et ils ont un système basé sur du machine learning qui corrèle ça avec le taux de sucre dans le sang. C'est vrai que je sais pas, j'espère qu'aucun d'entre vous n'est diabétique. C'est vrai que pour nous qui ne sommes pas diabétiques, c'est pas bon. Ok, c'est bien, il y a ça. Et alors, pour les diabétiques, je pense que ça pourra être, si le système s'avère fiable et qu'il est approuvé médicalement, etc., parce qu'il reste des étapes à franchir. Je pense que ça pourra être une vraie petite révolution parce que c'est des gens qui doivent vérifier leur taux de sucre tous les jours. Et donc, c'est-à-dire tous les jours, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution, c'est de faire un petit prélèvement de sang. Soit en faisant une petite piqûre, soit apparemment il y a des systèmes qui sont plus genre une espèce de scratch, et donc ça fait des micro-piqûres. Mais donc tous les jours, on doit vérifier son taux de sang, son taux de sucre dans le sang, et éventuellement ajuster ses médicaments, etc. Et donc là, l'idée, c'est un système beaucoup moins invasif. Je sais que sur l'Apple Watch,
donc il y a le contrôle des fonctions cardiaques qui a été activé en Europe il y a quelques semaines. Et on sait, parce qu'il y a des bruits qui circulent autour des développements futurs d'Apple, qu'Apple est aussi sur le coup et est aussi en train d'essayer de développer comme ça un système qui permettrait de calculer le taux de diabète de façon non invasive, parce qu'il y a un marché énorme, parce que pour les gens qui ont qui ont besoin de ce type de soins, pouvoir vérifier comme ça sans avoir à se piquer tous les jours, c'est voilà, c'est des implants. Un vrai soulagement. Est-ce qu'il n'y avait pas des implants aussi qui permettaient de non seulement faire la mesure, mais également faire les injections nécessaires le moment venu? Il me semble qu'on avait parlé de ça dans un épisode il y a très 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 longtemps. En tout cas, c'est clair que non, mais c'est clair qu'autour du diabète en particulier, il y a énormément d'avancées et de recherches qui se font sur justement les fonctions, enfin les fonctions même de l'appareil. Ça paraît bête comme ça, hein, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille ou que vous-même avez une maladie chronique, vous êtes exposé certainement aussi à un moment à dire comment ils ont fabriqué ce machin-là. Ils n'ont pas vraiment pensé aux gens qui sont malades, c'est pas possible autrement, c'est compliqué à utiliser. Ça peut être n'importe quoi, hein, même un médicament à prendre, des fois c'est pas humain quoi quelque part. Et là, quand ça va comme ça va dans le bon sens. C'est quelque chose d'utile, enfin, une technologie qui sert à quelque chose. Enfin, maintenant, il va pas falloir lier ça à un système de points, par exemple, hein, parce que ça va être très 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 énervant pour tout le monde. Mais si ça peut aider les gens dans leur vie, leur quotidien, à mieux supporter une maladie chronique, ça c'est plutôt pas mal, quoi. Moi j'aime bien, c'est un bon plan. Bruno, je sais pas si tu avais un truc à rajouter sur ce sujet. Non, rien à rajouter, effectivement. Mais c'est vraiment le fait qu'ils aient trouvé un lien entre l'onde du pouls sanguin et le taux de glycémie qui fait que ce genre d'appareils seront peut-être possibles et peut-être utiles. Donc, pour le coup, c'est une méthode et derrière un algorithme et de l'intelligence, du deep learning, l'intelligence artificielle qui permet donc d'analyser et d'avoir tiré assez de données pour en déduire le taux de glycémie. Donc, c'est parce que une chose, c'est vraiment tout un système de raisonnement qui a permis à arriver à c'est comme dans le même genre. Moi, quand j'avais vu ça la première fois, c'était il y a quelques années, j'ai vraiment été bluffé. C'est cette petite pince qu'on vous met au bout du doigt. Alors, on vous dit, ça donne les pulsations. Ça, on a un petit peu l'habitude maintenant. Mais en plus de ça, ça vous donne le taux d'oxygène dans le sang. C'est un peu magique, quoi. On se dit, tiens, voilà. On ne sait pas, on ne pense plus à tout le parcours qu'il y a eu. Tu fais bien de le rappeler, Bruno. Tout le parcours qu'il y a eu avant, de réflexion, d'études, etc., pour arriver à un résultat qui, certes, est bluffant, mais est ô combien pratique et utile. Plus besoin de faire une prise de sang pour savoir comment tu vas, quoi. En tout cas, pour cet aspect-là des choses. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter ou pour terminer ou pour juste pour dire qu'en fait, il y a un autre élément très intéressant dans la découverte. Donc, c'est vrai que, comme tu le soulignes, Bruno, et c'est important, c'est par rapport aux autres produits qui sont sur le marché, c'est vraiment une démarche où ils sont arrivés avec une approche qui est radicalement différente. Quelque part, on voit que c'est pas un acteur traditionnel de ce type de produit qui se lance. On voit que c'est quelqu'un qui vient avec une idée radicalement différente. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que leur appareil se construit avec un gyroscope. Donc, c'est pas un système horriblement compliqué avec des composants exotiques ou quoi que ce soit, parce que les gyroscopes, maintenant, il y en a dans tous les téléphones. C'est ce qui fait que quand on incline l'écran, le téléphone se rend compte qu'on a incliné l'écran et il bascule en mode horizontal ou en mode portrait. Donc, ça veut aussi dire qu'à priori, on peut s'attendre à avoir ce genre de produit à des tarifs qui sont quand même assez abordables, quoi. Ouais. Ou en tout cas qui vont le devenir très rapidement, puisque c'est toujours une question d'offre et de demande. Hein. Donc très, très, très clairement, on peut s'attendre à ce que si ça se généralise, les coûts vont baisser assez radicalement. Bon plan, bonne idée, bon sujet, bon produit. Elle faisait pas vroom vroom, et donc du coup ça a pas marché. Livewire, c'est elle comme Livewire, c'est la moto d'Harley Davidson, mais la moto électrique, si je ne dis pas de bêtises, Bruno. Tout à fait, oui. Et là, du coup, ça marche pas. Bon, mais la Livewire, oui, ils l'ont annoncé il y a quelques années, ils ont fait des prototypes, ils ont fait beaucoup de pubs pour, ils l'ont lancé fin septembre de cette année. Il y a déjà des gens qui roulent avec. Mais là, du coup, ils ont dit stop, on arrête les livraisons, on arrête la production
parce que, et là, on n'a pas les détails, mais on s'est rendu compte d'un souci. Ah. Ils ne disent pas lequel. Mais ils disent en même temps, mais ceux qui ont des motos Livewire, ils peuvent toujours continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'on vous dise peut-être de plus l'utiliser. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, le problème doit être là et doit être assez important pour qu'ils stoppent la production et stoppent les livraisons des motos déjà produites. Heureusement que c'est pas des parachutes. Voilà, mais c'est un arrêt temporaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est temporaire. C'est un arrêt temporaire, mais c'est qu'il y a un gros souci quelque part. Est-ce que ça serait pas un souci de sécurité quand même, de dire aux gens, oui, non, continuez à utiliser vos motos, il n'y a pas de souci. Ou de fiabilité, peut-être plus. Je pense que s'il y avait un problème de sécurité, ils ne prendraient pas ce risque de laisser les gens encore les piloter. Je pense que c'est peut-être plus un problème de fiabilité qui serait peut-être pas en accord avec les standards de la marque. Ça, c'est possible. C'est possible, effectivement. Ils ont fait appel à des ingénieurs de Boeing. Oui, tout est possible dans le domaine. Des types qui ont travaillé au noir. Ce qui expliquerait aussi les problèmes de Boeing. En fait, ça explique d'autres trucs en même temps. mais oui, non, on ne sait pas. En gros, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'Harley-Davidson a de gros soucis financiers et il comptait un peu sur l'électrique pour se sortir de ce problème. Et il avait prévu toute une gamme de motos électriques basées sur celle-ci. Donc voilà, là, ça le fait un peu moins. Mais bon, je pense que ça va juste retarder l'inévitable que Harley-Davidson va aller vers l'électrique de plus en plus et laisser les moteurs à combustion interne. Toi qui es motard et également tu commercialises du matériel roulant électrique de loisirs. J'ai poussé sur le mauvais bouton, pardon. Voilà, vous avez eu la lettre suivante. On est toujours là. On est toujours là. Toi qui utilises des motos de ce type-là, t'en penses quoi, toi, du look, du truc Le look, peu importe finalement, parce qu'on utilise ce genre de véhicule généralement si on est fan d'électrique pour les performances et pour ce qu'on en tire. C'est vrai que c'est une jolie moto, mais ça a un prix. On paye la marque, sûr, c'est clair. Mais pour une Harley, ça te semble cohérent? Après, oui, un produit, on paye sa marque, on paye son look. Donc, je vois pas de problème. Il doit y en avoir pour toutes les bourses. Oui. Toujours. Après, ceux qui roulent en électrique vont souvent faire passer l'économique avant l'esthétique. Après, est-ce que les fans de Harley et de ce design-là aiment l'électrique? J'en suis beaucoup moins convaincu. Parce que les fans d'Harley aiment le bruit. Donc, c'est un produit un peu bizarre pour une marque, mais il faut qu'il passe par là. C'est un produit sexy. Mais moi, en tant que motard, je roule d'une autre marque de moto électrique, les Zero, qui sont pour le coup beaucoup moins chères et beaucoup plus performantes, mais moins jolies. Mais Zero même a compris la démarche et sont en train de faire des nouvelles gammes de motos qui ressemblent plus à une moto, parce que le fait de faire des motos électriques qui sont trop différentes des motos classiques, ça empêche les gens d'aimer ces motos-là, parce que les gens ont quand même en tête trop vite, quoi. À quoi ressemble une moto. Et voilà, si on fait une voiture électrique qui ressemble à plus du tout à une voiture, trop futuriste, les gens ne vont pas vouloir c'est trop tôt, quoi, du coup. Ok. C'était juste une parenthèse. Le petit jingle est parti trop tôt. Je peux vous le chanter si vous voulez. Hein. Oh, la lettre M comme made by Google. Bah oui, je vais pas revenir en arrière, c'est un peu compliqué. Il y avait des annonces Google cette semaine, Bruno, une véritable keynote. Maintenant, tout le monde fait des keynotes. Maintenant, c'est parti. Tous les journalistes suivent des keynotes. Il y a des keynotes partout. On ne sait plus quoi qu'en faire. Dès qu'il y a un produit qui sort, on fait une keynote. Nest Mini, Nest Hub Max sont annoncés. De quoi s'agit-il ? Oui, donc c'est la Made by Google 2019, donc c'est la keynote de Google sur le matériel qu'ils proposent, matériel, pas le software, pas les services. Donc ce qu'il faut retenir, c'est ils ont bien entendu présenté un nouveau téléphone, le Pixel 4 XL. Voilà, une évolution sans atteindre l'évolution des nouveaux iPhones, par exemple, au niveau de tout ce qui est optique
d'appareils photo, ce qui est un peu dommage parce qu'ils n'ont pas suivi ce que tous les autres grands font et ils restent un petit peu à l'écart. Proposent un flagship très cher pour des performances en dessous de la concurrence pour du coup ce qu'on n'a pas l'habitude de Google pour les pixels qui étaient toujours considérés comme étant des produits de très haute qualité à des prix quand même assez raisonnables. Bon, voilà, je passe ces smartphones-là on n'a plus vraiment de révolution dans les smartphones, donc on aura des évolutions. Ce qui a marqué un peu cette keynote-là, c'est qu'en fait, ils avaient acheté en 2014 la marque Nest, qui fait les thermostats connectés, entre autres, des produits connectés pour la maison, et qu'ils ont en fait rebrandé leurs produits à eux en Nest. Donc, vous avez par exemple le Google Home Mini qui devient le Nest Mini. Petites évolutions, l'appareil ne change pas du tout d'apparence et donc voilà, prend juste la marque Nest. C'est plutôt malin parce qu'il y avait un petit amalgame quand on disait Google Home, on ne savait plus si on parlait de l'objet ou du service. Exactement. Tu vois, c'était un peu ça le problème, donc c'est plutôt malin ce qu'ils ont fait. Oui. Voilà, donc ils vont utiliser la marque Nest pour tout ce qui est appareil domotique, on va dire, ou d'appareils connectés pour la maison. Vous avez le Nest Hub, Nest Hub et Nest Hub Max, donc un écran connecté avec le même système de Google Home, enceinte connectée, intégrée avec caméra connectée qui peut servir en même temps de caméras de sécurité, donc tout ça bien intégré. Donc les prix seront pour le Google Nest Mini restent inchangés, ils seront autour des 59 €. La Google Nest Hub Max sera autour des 229 €. Donc des produits qui ont évolué dans la bonne direction. Ils ont écouté les gens, ils ont corrigé un petit peu les défauts aussi. Google avait sorti aussi un système de routeur Wi-Fi. Du coup aussi, ça sera maintenant le Nest Wi-Fi qui va utiliser un système de mesh, de maillage. On en avait eu un hors-série avec Xavier. Donc le Google Nest ou Nest Wi-Fi, peu importe, va utiliser cela. Donc 2 appareils, un routeur et un access point Wi-Fi qui lui va intégrer directement aussi toutes les fonctionnalités d'une enceinte Google Home. D'accord. Donc vous avez un access point Wi-Fi et en plus les fonctionnalités de l'enceinte. C'est assez malin d'intégrer tout là-dedans. Il y a des critiques qui disent il y a aussi les thermostats, les caméras et tout ça. Pourquoi pas faire un seul appareil qui fait tout? C'est moins vendable. Il faut vendre des appareils, donc ça rapporte moins de pépettes. Donc c'est pour ça, je pense, parce qu'il pourrait mettre tout au plafond. Oui, mais est-ce qu'au niveau du prix, du coup, si tu intègres autant de technologie dans une seule boîte pour essayer d'avoir une balance correcte, est-ce que ce sera encore payable nécessairement? Je suis pas convaincu. Moi, je pense que le découpage produit, si je puis dire, est plutôt malin, plutôt sain. Parce que quand on voit le Nest Mini, il va falloir que je m'y fasse un petit peu, mais à quoi, une 50aine d'euros, quelque chose comme ça, pour ce que 60 €, pour ce que ça fait, ce que ça offre comme possibilité, la taille du bidule, machin. C'est pas nécessairement le truc le plus coûteux, le gadget le plus coûteux du monde. C'est vrai, c'est pas coûteux, mais voilà, il y a, comme on a par exemple l'Access Point, il est à 139 €. Voilà, c'est dans les tarifs actuels. C'est dans les tarifs d'un access point, mais il intègre des fonctionnalités Google Home Mini. Et plus on va compacter de technologie dans un appareil, généralement, plus on va réduire les coûts. Mais bon, soit peut-être qu'ils y viendront un jour et ils vont tout intégrer dans un seul appareil Google Nest. Un truc de luxe, un produit un peu de luxe. Ce que je suis toujours un petit peu étonné qu'il n'y ait pas un device du même ordre pour les voitures, par exemple. C'est bizarre, hein. Alors il y a Android Auto qui pourrait faire la blague éventuellement. Il faudrait que Xavier nous le dise parce que lui c'est un usager d'Android Auto, mais on pourrait très bien imaginer qu'il nous sorte un appareil ou deux du même ordre, mais pour la voiture, pour la mobilité d'une manière ou d'une autre. C'est possible, il existe des équivalents du Google, du Nest Mini maintenant, qui fonctionnent sur accu, sur batterie, et qui du coup peut être utilisé de la sorte, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, on a tous
dans nos poches, déjà un assistant vrai. personnel sur notre téléphone. Hein. Oui. Donc, les téléphones Android intègrent directement Google Assistant. Hein. Alors, tout ça, Et on peut même installer Alexa dessus. on va être très clair, on parle toujours de ces assistants, on a parlé d'Alexa, on a parlé de Google, etc. Ce sont des technologies qui fonctionnent, on peut s'en passer, hein. Je rassure tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir ça à la maison, parce que souvent j'entends « Oh non, ça je ne le fais surtout pas à la maison, ça m'écoute, ça écoute tout ce que je dis, tout ce que je fais, etc. etc. » Pas obligé, hein, ça, vous pouvez vous en passer très très bien. Nous, on est un peu geek, et donc on aime bien essayer des trucs nouveaux. Et donc voilà, mais pour le reste, voilà, on est aussi relativement, enfin moi en tout cas, je suis relativement méfiant de ce que captent ces appareils. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Benoît. Est un peu méfiant aussi de nature, lui. Donc. Moi, je suis très méfiant de tous ces appareils. Il a surtout, bien raison. Venant de sociétés qui ont quand même plutôt une habitude de revendre l'info qu'ils collectent. Quoi. Oui, parce que on peut déborder entre guillemets sur les raisons d'avoir un compte Google, hein, de manière générale. On en a tous un pour différentes raisons et on les utilise à différents degrés. Mais il y a des gens qui font leur vie dans Google, comme il y a des gens qui font leur vie dans Facebook, parce que tous les services, et c'est ça qui est bien fait, hein, tous les services qui sont dedans correspondent peut-être à vos besoins, etc. Méfiez-vous toujours un tout petit peu quand même, hein, gardons les yeux ouverts, restons critiques. En gros, c'est ça aussi qu'il faut systématiquement se dire. Ce sont des chouettes technologies, c'est amusant, certes, mais il faut toujours un petit peu réfléchir à ce qui se trame derrière. Hein. Voilà, il faut s'en servir en connaissance de cause. C'est tout ce que je voulais vous dire. Un truc à rajouter, non ? Pas là, je peux mettre un jingle pour une fois. Ça fait longtemps. Hop là. Voilà, c'est reparti. P comme pizza shaker. C'est incroyable. Hein. Je les reconnaîtrais entre 1000, les titres de Benoît. Pizza Checker, c'est un scanner qui vérifie les pizzas et pas n'importe quelle pizza, Benoît. Exactement, c'est Domino's qui vient de déployer ça. C'est un scanner qui, quand la pizza est finie, vérifie que la pizza est bien la pizza qu'on avait commandée. Alors, voilà, ça paraît rigolo. Sur le fond, ça ressemble, c'est des technos qui sont déployés aujourd'hui dans les usines. Hein. Mm-hmm. Tu as des scanners comme ça qui vérifient que, par exemple, les biscuits ont la bonne forme, la bonne quantité de confiture, etc. Et ceux qui ne sont pas bons sont mis sur le côté. C'est la même idée. Et en fait, le Domino's, quand le client a commandé une pizza, on va dire une Hawaï, et qu'il reçoit une pizza, je ne sais pas moi, une savoyarde, il n'est pas content. Et si on veut commencer comme ça, je pense que Domino's, c'est pas des pizzas, mais bon, on va pas. On va reparler bouffe. On est sur le côté technos, on va pas, voilà. Donc, si tu as cette espèce de morceau de carton qu'ils te vendent pour une pizza et que tu n'as pas dessus les ingrédients que tu as commandés, t'es pas content. Non. Et du coup, tu te plains, tu veux être remboursé, etc. Et donc, l'idée première, évidemment, de Domino's derrière ça, c'est de diminuer les plaintes de ses clients. De repérer des petites erreurs que le personnel peut faire en préparant le produit. Hein. Oui. Si le client a demandé d'enlever un ingrédient et que l'ingrédient était mis, voilà, le robot ici, le petit robot de vérification va le détecter et va faire des clients, je vais pas les dire des clients heureux, mais encore une fois, pour manger ce genre de truc, je pense pas qu'on est heureux, mais des clients qui ont ce qu'ils ont commandé. C'est peut-être aussi pour le patron, pour sanctionner la personne qui a préparé la pizza, s'il a mis une rondelle d'oignon en trop, on va lui déduire de son salaire la rondelle d'oignon en trop, parce que tout est quantifié. Hein, ils connaissent le coût d'une pizza, mais au cent près systématiquement. Et donc on peut imaginer aussi qu'il y a une forme de contrôle sur, voilà, est-ce qu'elle n'a pas mis un petit peu trop de pepperoni, la dame, sur la pizza. Voilà, c'est ça aussi. Hein, C'est la polémique, effectivement. Est-ce que derrière, il n'y a pas un contrôle accru des gens qui font le travail? Si, évidemment, c'est un peu l'idée, on contrôle ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est vrai que derrière, il y a une série de critiques aussi disant « Ouais, mais cette idée, elle est pas si bonne que ça parce qu'on surveille en plus. » C'est vrai, mais maintenant, c'est un problème qu'il faut prendre de façon un peu plus généralisée. Là, c'est pas juste Domino's qui fait ça. Hein,
dans les usines, des robots qui contrôlent. Il y en a beaucoup maintenant. Ouais. Alors, il y a des robots qui contrôlent les autres robots. Tu Ouais. as le robot qui dépose le petit morceau de confiture sur le biscuit et qui est contrôlé par un lecteur du type de ce qui est mis ici juste derrière. Mais tu as aussi des robots qui contrôlent effectivement que les gens ont mis le bon produit. Tu sais, les paquets que les sociétés de distribution envoient sont souvent pesés. Pesés pourquoi? Pour vérifier que on a bien mis tous les produits attendus, etc. Donc, on retombe un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure avec la Chine. Il y a de plus en plus, parce que c'est facile à faire, ça coûte pas cher. On a de plus en plus de contrôles comme ça. Juste pour dire quand même, c'est pas chez nous que cette innovation est introduite. Okay. Pour le moment, c'est en Australie. C'est l'Australie qui fait le test du produit. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Un contrôle qualité, moi je suis toujours pour, évidemment. Tu vois, tu vas chercher ta voiture à l'entretien, il y a plein de situations où tu aimerais, parce que ça rassure le client, qu'il y a à un moment donné un système qui dit voilà, on est arrivé à la constatation, le produit il est à 99,3% ce que vous avez commandé. Et je pourrais m'en contenter, les 0,7% je vous les offre. Tu vois, voilà, ça je trouve ça plutôt pas mal. Et puis après il y a tout ce qu'on fait autour et les raisons pour lesquelles on fait autour. On va finir par croire qu'on est tous parano dans les technos. C'est pas le cas, je vous rassure. C'est juste les sujets qui sont amenés qui nous conduisent à ça. J'ai entendu un minou faire miaou, c'est lequel? Non, c'est le mien. Il doit avoir faim. Ah ben voilà. Il a entendu parler de pizza, il a faim. Oui, tu veux pas une pizza? Alors, c'est très drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un où je disais, des fois, on fait des vidéos sur YouTube, on n'est pas très bien payé parce qu'on fait 300 vues alors qu'on s'est cassé un peu le pet pour faire des trucs sympas, machin, etc. Alors qu'il y a des gens avec des lolcats, ils font directement 10 000, 100 000 vues. Je commence à avoir envie de mettre des chats dans ce podcast. Voilà, on a l'image. C'est un gros matou. Voilà, il a un regard, il est très content. Voilà. Il a l'air très très content. Non, il me disait à l'oreille, notre sujet Domino's Pizza, il est sponsorisé par Pizza Hut. Non, en fait. Peut-être. On ne sait pas. C'est possible. Allez, on passe à la suite. Tu vois là, c'est du titre. Ça, c'est du titre. Quand tu vois ce titre-là, tu dis ça, c'est pas du titre Benoît. C'est sanction. Bof. S comme sanction. Huawei, une solution pour éviter les sanctions. Bon, tu vois, ça c'est du titre. C'est pas du Benoît. Il n'y a pas l'émotion culinaire dedans. Non, il n'y a pas un truc. Il est arrivé à ne pas nous confondre. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas un truc du genre un nouveau machin pour peser votre baluchon après avoir fait les commissions ou la nouvelle machine pour faire une soupe. Voilà. Non. Ici, on parle d'un truc quand même qu'on avait évoqué il y a déjà pas mal de temps. Ce sont les sanctions contre Huawei depuis que Trump a balancé un tweet une fois de plus concernant la possibilité que Huawei espionne les États-Unis et que du coup, aucune entreprise américaine ne pourrait plus travailler avec ce satanique chinois. Exactement. Et donc, pour contourner un petit peu ces sanctions-là, possible, Huawei a juste décidé de sortir le téléphone sous une autre marque, donc de camoufler les téléphones, le Honor 20 en l'occurrence, sous le nom de Nova 5T. Voilà, donc c'est très simple. C'est une petite brève, mais bon, il y a toujours moyen de contourner les sanctions des méchants américains. Donc voilà. Bon, après, ça va se voir. Je veux dire, si nous on en parle déjà, nous petits podcasts, les Américains vont le voir. D'autant aussi. que ça sert pas à grand-chose parce que apparemment ils vont assouplir les règles déjà, d'après ce que j'ai lu quelque part. Donc la sanction sera sans doute moins lourde et vous ne devez pas directement transformer votre appareil Huawei en cale-porte. Ça va, il va continuer à fonctionner. Il va continuer à fonctionner avec les outils Google traditionnels, savoir le système d'exploitation Android et les applications qui vont avec. C'est surtout sur les applications que ça posait question, l'accès au Play Store également. Donc apparemment, il va bouffer la moquette, le chat. Apparemment, tout ça va s'aplanir dans les semaines ou les mois qui viennent. Donc voilà. Mais c'est rigolo de se dire qu'ils ont pensé à une telle petite manœuvre. C'est rigolo. Oui, ils ont beaucoup de marques, effectivement, et voilà, c'est pas une marque Huawei qui est tellement importante que les gens ne se disent, on va prendre un autre téléphone d'une autre marque qui est exactement la même chose. Donc voilà, ils ont plusieurs cordes à leur arc.
Malin, et c'est vraiment malin. On va accélérer parce que sinon le chat va vous bouffer la porte. Oui. Si vous avez un chien à la maison, il doit être content. S, la lettre S. Alors, on avait dit qu'on en parlerait de ce sujet-là, puisque ça nous a été amené par Philippe, un de nos auditeurs, concernant Agoria Solar Team, S donc comme solaire, Bruno. Une victoire belge. Et ça, c'est important. Les Français ne l'ont pas pris, celle-là. Parce que c'est un championnat du monde aussi. Hein, donc, oui, soi-disant un championnat du monde officieux des voitures solaires, le World Solar Challenge en Australie, donc qui a relié Adélaïde, ensuite plutôt dans l'autre sens, donc du nord de l'Australie vers Adélaïde sur 3000 km sur 5 jours. Donc, on va dire sur la dernière journée, l'équipe des étudiants de l'université de Louvain a réussi à battre une autre équipe néerlandaise parce que celle-là, la voiture a malheureusement pris feu le dernier jour. On ne sait pas trop les raisons, mais combien est-il? Après plusieurs tentatives de gagner ce championnat-là, ils ont réussi à le gagner. Voiture électrique, c'est un bien grand mot. Hein, si vous avez les images devant vous. C'est vraiment des panneaux solaires avec 4 roues et juste un petit peu de place pour mettre un petit étudiant. Mais pas trop grand, hein. C'est une démonstration technologique. Hein. C'est un proof of concept, comme on dit. Donc c'est plutôt pas mal pour des jeunes ingénieurs ou mécaniciens ou électromécaniciens, etc., d'arriver à fabriquer une machine qui parcourt rien que par le solaire 3000 km. Bon, évidemment, en Australie, ça va, le soleil, ils ont quoi. En journée et on a traversé le désert. Donc voilà, bonnes conditions, mais effectivement, voilà, c'est un exploit quand même de réussir à faire, et c'est ça qui pousse la technologie vers l'avant, et peut-être qu'un jour qu'on aura des panneaux solaires assez performants qui pourront effectivement transporter des masses plus importantes, tout à fait. Souvent, quand on écoute les passionnés de courses automobiles, et j'en ai été un aussi pendant de nombreuses années, nous dire et argumenter en disant oui, mais c'est grâce à ça qu'on trouve des nouvelles technologies, que tout le monde va pouvoir avoir droit sur leur véhicule, comme le freinage, le machin, etc. Moi, je préfère 1000 fois que ça vienne d'initiatives comme celle-là, que les innovations viennent d'initiatives comme celle-là, que de chercher un espèce d'alibi à une course qui est toujours des bouts de ferraille qui tournent sur un circuit en rond, quoi. Je veux dire, c'est amusant un moment, mais on peut passer à autre chose. Et ça, je trouve ça plutôt sympathique et bienveillant. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Benoît sur le coup. Bah oui, puis c'est chouette de voir une équipe belge qui gagne. Oui. Tout à fait. Maintenant, si vous pouvez le faire la même chose avec un ballon. Ah bah non, parce que ça, quand ils gagnent avec le ballon, c'est embêtant, ça. Oui, ça fait du bruit. ça fait du bruit, c'est vrai. Mais voilà. Petit aparté, la famille royale belge a visité ces derniers jours le Grand-Duché, Luxembourg. Oui. En train. En train, exactement. C'est ça. Là, ils sont venus en train. C'est bien. À savoir la qualité du réseau de train belge. Oui. C'est courageux. Oui. Chapeau. Moi, je dis chapeau. Hein. Ayant pris beaucoup de fois le train entre Luxembourg et Bruxelles où j'étudiais, je peux vous dire chapeau. Oui, mais du coup, ils ont dû fermer la jonction Nord-Midi. Donc. Pour ceux qui connaissent Bruxelles, notre réseau ferroviaire est un petit peu... ceux-ci ont plus pratiqué que moi, Benoît encore plus au quotidien, hein, si je dis pas de bêtises. Il est multimodal, Benoît même. Hein, c'est vélo et train. Donc voilà, et il faut du courage. Hein, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai, je suis pas affecté par les fermetures. Mon train passe pas par là. Il passe pas par la jonction, ce qu'on appelle la jonction Nord-Midi. Comme ça, tout le monde est au courant, à Bruxelles. C'est entre la gare du Nord et la gare du Midi. Ce sont 8 voies, je crois, ou 9 voies parallèles qui font circuler les trains, mais les trains de toute la Belgique. C'est un nœud central, un espèce de hub qui fait circuler les trains du nord au sud de Bruxelles. Voilà. Et donc, quand on touche à ça, forcément, ça fait un peu le bazar un petit peu partout. Et là, en l'occurrence, ils sont en train de, tenez-vous bien, d'informatiser ce tronçon. Ça va prendre un petit peu de temps jusqu'au mois de novembre, paraît-il. Je ferme la parenthèse. Donc, notre roi est venu au Luxembourg en train. Ils ont été courageux. T'as raison de le dire. Mais en même temps, c'est bien fait. Voilà.
Mais je ne sais pas s'ils ont rajouté une voiture à un train existant ou s'ils avaient leur propre locomotive. C'était un train spécialement affrété. C'est vrai? Parce qu'il y avait, parce qu'il y avait plusieurs wagons pour pour la délégation, etc. D'accord. Le Train Force One. Oui, c'est ça. Mais Et quand tu visites le musée du rail à Bruxelles, il y a un musée du rail du côté de la gare de Scarbeck, et tu vois les anciens trains royaux. Oui. C'est joli, hein. Ah, il y en a des beaux. T'as des beaux, comment dire, ce sont de très beaux wagons, très luxueux comme ça. C'est plus ça maintenant. Non. Mais non. Alors, bientôt, nous vous proposerons, en plus des cuistots, les cheminots. C'est un nouveau podcast encore. Des technos. On a fait le grand tour de la question. On est parti de la cuisine, on est arrivé au train. Donc voilà, tout ça en parlant de nouvelles technologies et en passant en revue je tiens à chaque fois à le repréciser, leur revue de presse technologique, c'est le résultat de leur veille technologique que nous vous proposons chaque semaine, que ce soit eux ou d'autres chroniqueurs. C'est comme ça chaque semaine avec les technos. Merci à tous les deux, Benoît et Bruno. On se retrouvera très bientôt. Bruno va prendre de très longues vacances tout de suite, donc on le verra plus d'ici 4 ou 5 semaines, hein, je dis pas de bêtises. Benoît sera de retour avant, j'ai l'impression, tellement c'est loin tout ça, d'une part. D'autre part, n'oubliez pas toujours les pouces vers le haut, si c'est sur YouTube que vous nous suivez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir la petite notification pour savoir quand nous publions une nouveauté. Et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas là aussi à vous abonner et à cliquer sur les petites étoiles ou n'importe quel mode de notation possible ou imaginable, les commentaires, etc. Tout ça, c'est le bienvenu. Je tenais à le préciser une fois de plus. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés, et on se dit à très bientôt. Salut!